Die Hard. À première vue, c'est l'histoire d'un flic qui sauve un building d'une attaque terroriste. Mais si on y regarde en fait de plus près, c'est l'histoire d'un homme, un travailleur comme tout le monde, qui va sauver sa femme d'une société corporatiste. Car oui, dans Die Hard, le vrai méchant, ce n'est pas Hans Gruber, et non, c'est le Nakatomi Plaza et tout ce que ça peut représenter. Bienvenue dans cette vidéo où je vais essayer d'expliquer la théorie de la lutte des classes dans Die Hard. Une chose est sûre, le héros de Die Hard, c'est John McClane. Flic à la police de New York depuis 11 ans, c'est un homme honnête, un travailleur qui fait office de monsieur tout le monde, un prolo. Voilà, le mot est dit, c'est un prolo. Un homme simple qui n'a pas l'habitude de prendre l'avion, qui monte à l'avant quand on lui envoie une limousine, et qui n'est clairement pas dans son élément parmi les costumes cravates de la firme Nakatomi. Et tout ça font que John McClane n'est absolument pas un héros typique de film d'action. Et encore moins quand on replace le film dans son contexte historique, les années 80. Les années 80, ce sont les années testostérone pour le cinéma américain et cocaïne tout court pour l'Amérique. Ce que le film d'ailleurs s'amuse à signaler par le personnage de Ellis. Mais ça on va y revenir plus tard. Je pense que les héros typiques des films d'action des années 80 sont cristallisés dans le personnage de John Matrix, incarné par Arnold Schwarzenegger dans le film Commando. Un héros totalement hors norme, déjà physiquement, utilisant le corps de Goliath de Schwarzy pour par exemple soulever une cabine téléphonique du sol. Mais ce n'est pas que physiquement, parce que c'est aussi un héros infaillible, un héros qui ne souffre jamais, c'est la représentation de l'Amérique qui gagne. J'aurais également pu choisir Rambo à partir de Rambo 2 pour illustrer parfaitement ce que sont les héros d'action des années 80. Mais voilà, vers la fin des années 80, l'Amérique réganienne musclée qui gagne à tous les coups, et ben certains commencent à en avoir un peu marre. Et c'est là que débarque John McClane, interprété par Bruce Willis. Un homme au physique assez lambda, habillé avec un Marcel blanc totalement impersonnel, et surtout, qui va même pas avoir de chaussures pendant le film. McClane est un héros qui va en chier, qui va littéralement se saigner les pieds. Il va se prendre des balles, il va avoir mal, bref, c'est un héros qui va nous ressembler. C'est un héros qui est totalement imparfait, au point qu'il aura même une gueule de bois dans Die Hard 3. Preuve qu'il nous ressemble, hein. Moi j'ai souvent des gueules de bois. Et surtout, McClane est un héros largué par sa femme notamment. Et ça en fait c'est le point de départ de Die Hard. La suite vous la connaissez, hein, durant la soirée des braqueurs des bars qui prennent tout le monde dans la tour en otage, dans le but de faire ouvrir un coffre-fort pour en voler son contenu. McClane va devenir l'imprévu, le petit grain de sable dans l'engrenage qui va tout faire péter, le petit détail qui va foutre tout le plan du magnifique Hans Gruber en l'air. Mais réfléchissons rapidement aux forces en présence et aux symboliques qu'on pourrait en tirer. La tour est donc le Nakatomi Plaza, building de la firme Nakatomi. Une multinationale dirigée par un mec qui s'appelle Takagi, et clairement quand on creuse un peu on se rend compte que la firme a 2-3 casseroles au cul. Comme cette infrastructure en Indonésie par exemple. Et oui, une petite phrase de Takagi laisse supposer qu'on accuserait la firme d'envahir des terres étrangères pour piller leurs ressources. Et quand on y réfléchit, c'est exactement ce que va essayer de faire Hans Gruber dans le Nakatomi Plaza. En fait, tout au long du film, par le biais de dialogue et de la mise en scène, on comprend que la frontière entre l'équipe de braqueurs de Hans Gruber et la firme de Takagi est vraiment très floue. Les deux sont des produits ultra agressifs du monde capitaliste, des dévoreurs. Ellis, qui est cette espèce de personnage puant qui résume finalement plutôt bien ce que les auteurs pensent de l'Amérique sous coke des années 80, résume totalement ce sentiment dans sa réplique. Hey, business is business. You use a gun, I use a fountain pen. What's the difference? Vous utilisez un flingue, moi un stylo, mais on est pareil. On peut ajouter à ça aussi la référence au costume de Takagi, dont Hans Gruber possède également plusieurs modèles. Les braqueurs et le chef d'entreprise portent les mêmes vêtements. Donc si l'habit fait le moine, les deux sont en fait de la même paroisse. Donc si on y réfléchit bien, Hans Gruber et son équipe représentent l'extension d'un mal que Takagi et sa firme incarnent déjà. Un mal capitaliste tenant ses employés en otage, les éloignant d'eux-mêmes et de leur famille, comme c'est d'ailleurs le cas pour la femme de John McClane. La femme de McClane va jusqu'à changer son nom et mentir sur sa situation matrimoniale pour obtenir ce poste. La société l'oblige à ne plus être elle-même pour travailler. Et donc finalement dans le film, c'est la tour Nakatomi qui représente le mal. Que ce soit celui des ambitions financières destructrices d'autres cultures et aliénant ses employés de Takagi, que celui d'Hans Gruber avec ses ambitions financières destructrices de building et otageant des civils. L'un est capable de tuer pour obtenir le contenu d'un coffre, l'autre de mourir plutôt que d'ouvrir un coffre et de voir son argent se faire voler. Dans les deux cas, l'argent, la cupidité, l'importance du capital prévalent sur des questions de vie ou de mort. Et John McClane dans tout ça. La mission finalement de John McClane va être de sortir sa femme de cet enfer capitaliste. Tel le joueur de flûte, Takagi a réussi à hypnotiser Holly McClane en lui promettant de devenir quelqu'un au sein de cette corporation. Holly en est devenue à quitter son mari, à reprendre son nom de jeune fille Gennaro, bref, à renier totalement qui elle était. Et donc la quête de John McClane va consister à libérer Holly de cette hypnose pour qu'elle redevienne qui elle était vraiment. Une quête quasiment mythologique, tel un Orphée qui irait jusqu'aux enfers pour essayer de récupérer sa femme, Eurydice.
Il y a là-dedans un parallèle assez fascinant avec le film Tony Erdmann sorti en 2016, où un père part en Roumanie pour essayer de récupérer sa fille et de la sortir d'un enfer capitaliste représenté par une multinationale qui la dénature et la vide de toute émotion. Tony Erdmann est finalement le Die Hard européen. Pour sortir Holly de l'enfer des cols blancs, John McClane va devoir éliminer tous les terroristes jusqu'à la tête pensante, face sombre de Takagi, Hans Gruber. Plus que parlant, la dernière chose qui retient Holly à Hans Gruber dans le vide, c'est une montre en or Cartier. Une montre en or offerte d'ailleurs par Takagi, symbole plus qu'évident de richesse et donc de recherche du profit à tout prix. Et justement, John McClane doit faire en sorte que Holly abandonne sa montre pour faire chuter Hans Gruber, mais surtout pour se libérer. Encore un symbole majeur qui vient appuyer un discours sous-jacent au parcours de John McClane. Et c'est ça la force de Piège de cristal qui, derrière ses apparences de film d'action ultra efficaces, n'en reste pas moins un film avec un vrai propos social. Celui d'un prolo coincé dans l'enfer du capitalisme et luttant face aux deux extrêmes les plus néfastes de ce monde, le trader et le voleur, qui sont finalement avides de la même chose, l'argent. Un prolo qui va devoir agir seul comme ultime rempart à ce rouleau compresseur corporatiste et finalement faire chuter un empire pour en libérer la femme qu'il aime. Et c'est d'ailleurs pas du tout un hasard que tous les actes de bravoure du film sont effectués par des prolos. Azrael, le simple chauffeur, va effectuer un grand acte de bravoure à la fin avec sa limousine. Al Powell sera le seul à soutenir John, à croire en lui, et surtout il réussira à se dépasser pour vaincre Carl à la fin. Par contre, tous les autres personnages du film qui eux font partie de sphères d'influence supérieures ont des comportements condamnables. Le chef de la police qui lui refuse totalement d'écouter McClane, et qui suite à ça va lancer une attaque mal calculée qui va condamner la vie de plusieurs de ses hommes. Les agents du FBI tombent directement dans le panneau et vont finir dans les flammes. D'ailleurs le FBI en prend vraiment pour son grade dans le film, notamment par le cynisme de leur méthode où ils sont prêts à sacrifier un pourcentage des otages pour en avoir quelques-uns en vie, ou aussi par le comportement du personnage de Johnson quand il fait référence au Vietnam mitraillette en main, qui vraiment fait froid dans le dos. Et il reste le journaliste qui lui va violer l'intimité de la famille McClane, provoquant par le même coup la découverte de son identité par Hans Gruber. Tous ces personnages normalement garants du système en place n'en sont jamais dignes. Là où par contre ceux qui subissent le système se transcendent dans les situations extrêmes. Et c'est ça le discours de Die Hard. Un film qui envoie un vrai message à la classe moyenne, à tous les prolos, celui d'être fier de l'être. Un film qui propose même en sous-jacent que cette classe est capable de tout faire péter. De foutre en l'air les rouages trop bien huilés des banques, des sociétés de trading ou de toute autre énorme corporation qui pense réguler nos vies et nous dominer. Die Hard montre que premièrement, le capitalisme est un système hostile où les dominants ne sont pas dignes de confiance, et deuxièmement, qu'un seul individu peut renverser toute cette mascarade et au passage faire revenir sa femme des enfers. C'est là tout le talent d'un mec comme McTiernan. Il arrive à inculquer par la symbolique un vrai discours hyper marqué, souvent d'ailleurs très critique de sa société contemporaine, tout en livrant un film d'action hyper efficace et divertissant. Il y a dans chacun de ces films plusieurs couches à décortiquer qui les rendent passionnants et malheureusement souvent incompris, comme par exemple Last Action Hero. Et des auteurs comme ça, malheureusement, Hollywood en possède de moins en moins, et je ne peux que le regretter. Mais la place des auteurs à Hollywood, c'est un autre sujet, et on le traitera potentiellement dans une autre vidéo, donc d'ici là, bonne toile!